Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quotidienne du 7 février 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tour sur les news du jour, j'ai pas mal de graphiques aussi à vous montrer, des setups archi intéressants sur plein de choses, le Bitcoin, et des altcoins, etc. Et aussi on va parler de l'erreur au singulier, l'erreur des débutants, comment se protéger. Donc en gros on va parler un peu de psychologie, déjà ça m'intéresse de base, la psychologie, et d'investissement, je trouve ça aussi important de faire une introspection, etc. De savoir comment le cerveau humain marche, de se renseigner un petit peu dessus. Et j'ai fait ça simplement en réaction parce qu'il y a pas mal de débutants sur la chaîne, donc moi ça me fait super plaisir, hein, bienvenue. Et légère parenthèse, mais je pense que ce que vous faites c'est bien, franchement vous mettez toutes les chances de vos côtés. Si vous passez du temps tous les jours déjà à vous former de dingue quoi. Vous arrivez pas trop tard, etc. C'est pas encore le bull run, que ce soit mes vidéos ou pas d'ailleurs, mais je pense que c'est une bonne chose, et simplement pour être, bah voilà, pour super former les autres, parce que c'est du PVP, un marché financier. Donc pour surperformer les autres, il faut simplement, il n'y a pas de secret, mais il faut juste travailler plus qu'eux et en savoir plus qu'eux. Donc je pense que si vous arrivez sur le marché, bah faut être investi avant que le marché pète à la hausse, etc. Il faut en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours. Donc voilà. On commence directement comme d'habitude avec la map des cryptos. On a Dimension euh, qui nous fait une grosse performance, donc c'était le airdrop d'hier. Il me semble que c'était hier, oui, c'était hier à 13h, il y a eu un assez gros airdrop de quelques milliers de dollars. Donc très intéressant et bravo si vous l'avez vu. Ensuite niveau Bitcoin et Ethereum, on est repassé au niveau des 43 000, mais ça change rien. Au niveau Bitcoin, franchement, je vais pas vous dire enfin vous voyez les prix, et ça ne change rien, ça ne bouge pas. Niveau volume en revanche, la proportion des volumes de Ethereum par rapport à ceux de Bitcoin, ça c'est intéressant, parce que sur les jours d'avant, c'était pas du tout la même proportion. Là on a un peu plus de 50%, et d'habitude Ethereum avait des volumes beaucoup plus bas, de mémoire entre 5 et 6 milliards lorsque je faisais mes quotidiennes il y a quelques jours. Donc est-ce qu'on commencerait pas notre phase haussière en, en attendant le ETF Ether? Parce que là, le marché va commencer à presser l'ETF de l'ETH, sachant que plus personne n'en parle, etc. Tout le monde se dit, ouais, on s'en fout, etc. Ça ne servira à rien, franchement, c'est possible. Et peut-être que les volumes, c'est ce que c'est en train de retranscrire. On commence directement sur Twitter. Alors ça, je voulais vous la montrer dans une quotidienne, parce que j'ai pas envie que ça pète et que je l'ai en portefeuille et que je vous en ai pas parlé tout simplement. Mais c'est compliqué, franchement, ça prend du temps de faire des dossiers, d'expliquer en détail toutes les vidéos, etc. Donc j'essaie de faire max de vidéos et d'apporter le maximum de valeur pendant cette période calme là, mais franchement c'est dur de suivre toutes les cryptos que j'ai. Et donc juste pour vous dire que moi j'ai du Space Mesh, c'est une crypto que j'aime beaucoup, qui respecte beaucoup de mes critères. Donc si vous m'écoutez depuis une semaine ou 2 semaines et que vous savez que vous aimez bien d'habitude mes critères, ça peut être le cas ou non, hein, bah je vous encourage en tout cas à aller commencer à dig Space Mesh. Et je pense que c'est assez intéressant comme crypto. Voilà, je l'ai en portefeuille, ça doit être ma cinquième, sixième ligne, ou quatrième, cinquième ligne. Et je trouve j'ai assez bon espoir pour cette crypto-là. Et graphiquement, c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais graphiquement, c'est intéressant. On était dans un canal baissier, on a breakout, la clôture elle est dégueulasse là, j'ai l'impression. Et on est venu faire pullback sur notre support anciennement résistance. Donc là, clairement, c'est une pattern qui est assez haussière. Vous voyez qu'on a retracé de manière de dingue, mais c'est normal, hein, parce que plus on pump, plus on retrace, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on avait énormément pump, et là, peut-être qu'on est en train de s'extirper de cette tendance baissière. Ça peut être assez intéressant de commencer à s'initier une ligne si le projet vous intéresse. Et évidemment, ceci n'est pas que un investissement. Ici, on a eu bon, je sais pas qui c'est, qui nous fait une comparaison, une sorte de prédiction. Donc ici, c'était sa prédiction. Et très intéressant, et je pense qu'il a raison. C'est simplement, en fait, c'est notre phase de marché, comme je vous dis, on est dans une période calme, et c'est là où il faut travailler, mais c'est une période de réaccumulation. Donc, l'accumulation de dingue, c'était évidemment bottom, ou ici, quand il se passe un peu rien. Et là, on est dans une période de réaccumulation. On respire, parce que le Bitcoin, il a pump, et tout le marché a pump pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et on va tout simplement attendre le halving, hein. Moi, je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'à 1 ou 2, 3 mois après le halving. D'habitude, historiquement, ça a toujours été comme ça. Typiquement ici, bon, là, il y a l'anomalie du Covid, mais on est venu se faire rejeter sur les 0,78 de Fibo, exactement comme actuellement. On a rangé jusqu'à 2, 3 mois après le halving, ensuite on a pété, et ça nous a permis d'avoir beaucoup de mou pour vraiment péter pendant un an et demi après le halving. Moi, j'espère que ça va se passer comme ça, même si ça peut être chiant en court terme. Il faut pas se dire ça, parce qu'il faut se dire, je vais pouvoir finir de me former, finir mon portefeuille, connaître toutes mes cryptos. C'est important, encore une fois, de connaître ces cryptos pour avoir des convictions. Et plus, si ça se passe, bah, c'est bien qu'il y ait des similitudes avec les autres marchés haussiers, parce que tout simplement, ça va nous permettre de faire des similitudes avec nos points de sortie, tu vois. D'habitude, j'ai déjà dit, mais le top de marché, c'est entre 1 an et 1 an et demi après le halving. Du coup, si tout continue à se passer comme ça, et ben, on pourra se dire, bah, pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça sera différent, tu vois. Alors que là, si on commence à péter avant le halving, par exemple, on peut se dire, bah, il y a de grandes chances que le top du marché ne soit pas comme les autres. Allez, on continue directement avec les news. Cette fois-ci, on a Binance qui se conforme au régulateur et retire Monero. Suite à ça, je vous ai pas mis le graphique, mais suite à ça, le Monero, il a pris moins 15, moins 20%.
Donc voilà, c'était juste la news à passer. Franchement, c'est dommage, mais bon, après, c'est le principe de Monero, et moi, c'est une crypto que j'aime beaucoup. Je l'ai pas en portefeuille, mais j'aime beaucoup par rapport à ce qu'elle représente, et je pense que c'est une crypto qui représente vraiment voilà, l'idéologie de la crypto. Après, si j'avais été là que pour la tech, j'aurais eu du Monero. Vous savez, en crypto, on dit souvent, ouais, moi, je suis là pour la tech, je m'en fous des prix. C'est faux. La tech m'intéresse, mais je suis d'abord là pour l'argent. Et du coup, vu que je suis là pour l'argent, Monero ne m'intéresse pas d'un point de vue d'un investissement. Mais d'un point de vue tech et psychologie de la crypto, c'est une des cryptos les plus intéressantes, je trouve. Ensuite, on a eu Michael Saylor, donc, le fondateur de MicroStrategy, qui a acheté encore 850 bitcoins pour 37,2 millions de dollars. Parce que hier, on parlait de Whale sur donc le groupe Discord, c'était assez intéressant. Et là, on se rend compte que au prix qu'on a actuellement, bah, les gens qui ont le plus d'argent, donc les gens qui sans doute doivent être très intelligents, continuent à accumuler, continuent à accumuler. Même si on a fait x3 en un an, et bah, tant pis, on continue d'accumuler du bitcoin. Et franchement, moi, je suis d'accord, tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, je m'en fous que les cryptos elles viennent de faire x10. Si elle présente un bon ratio risque-rendement, j'achète, tu vois. Et ça, je pense à pas mal de gens qui n'ont pas de Tao et qui font l'erreur à chaque fois que ça peut même de se dire je vais retracer de 20, j'attends que ça retrace de 30%, 40%, mais vraiment sur Twitter, ou parce que moi évidemment je suis plein de gens de Tao, les mecs ils attendent depuis 100 dollars, tu vois. T'avais pas 120 dollars, ils le réattendaient à l'ancien étage à 90, on est passé de 120 à 350. Et tu fais l'erreur à chaque fois, tu fais l'erreur à chaque fois, et c'est compliqué de vraiment timer le marché, c'est pour ça c'est dur. Et même les gens les plus intelligents à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils timent pas le marché, ils achètent un DCA, c'est tout. Donc Solana hier, on a eu la news, est-ce que je voulais passer? Il me semble pas. Donc la blockchain, si, il me semble en fait. La blockchain était arrêtée et elle a recommencé après 5 heures. Finalement, ça arrive une fois tous les 6 mois, un an. Donc bon, il y en a qui disent, ouais, tu peux faire rouler sur une Ferrari et qu'une fois tous les ans elle est en panne, ou tu peux faire rouler sur une Clio 2 mais qu'elle tombe jamais en panne. Et en vrai, ils ont un peu raison. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, voilà. Ensuite, on a The Block qui nous fait un article sur Bit&Sor, assez surprenant. Mais bon, pourquoi pas, hein, en bien ou en mal, franchement, on s'en fout. Euh, je pense que ça va être amené, c'est sûr, de plus en plus, plus le bull run, plus le cycle va avancer, plus on va avoir des médias qui sont de moins, plus on va avoir des médias qui sont de moins en moins spécialisés, qui vont commencer à faire des articles sur la crypto. Et je pense que ça va être un signe qu'on s'approche des tops de bull run. C'est lorsqu'on a vraiment c'est cliché, mais je pense que c'est vrai. C'est lorsqu'on va vraiment avoir des articles de médias qui sont pas du tout spécialisés dans la crypto, et quand on va lire un article, on va se rendre compte qu'ils savent pas du tout de quoi ils parlent, et ils disent n'importe quoi. Et ben lorsqu'on aura ça, et ben faut se dire, faut commencer à vendre assez sérieusement. Et je pense vraiment que ça va être un indicateur assez puissant. Ensuite, on a Top Assets by Market Cap. Bitcoin, on était au top 10, mais bon, ça fluctue forcément parce que Bitcoin c'est extrêmement volatile. Mais là, celui qui m'intéresse, c'est pas le Bitcoin, c'est Nvidia. On a 1700 milliards de dollars de market cap, c'est énorme. 2 fois Bitcoin. Et rien que ça, et lorsque j'ai comparé ce matin, parce que j'ai vu un article sur Nvidia, je me suis dit, c'est dingue. On est vraiment tout petit, faut quand même se rendre compte de à quel point on est tout petit. Il y a des entreprises individuelles qui pèsent 2 fois plus que Bitcoin. Ok, c'est les plus grosses, mais ouais. Donc imagine si tu rassembles Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, t'as que les 4 entre guillemets, que les 4 plus grosses, et ça reste quand même. Et c'est déjà mais genre 5-10 fois Bitcoin. C'est assez fou, je trouve. Et je me rends compte qu'on est vraiment petit encore. Et je pense que dans 5-10 ans, clairement, Bitcoin sera indétrônable, ça sera dans le top 5. Et je pense que, alors, niveau long terme, je pense que Bitcoin sera, on va dire, indétrônable dans le top 10, au moins top 5, ce qui n'est pas le cas de Apple et Microsoft, etc. Moi, vous savez que je pense que tout est cyclique. Et pareil, comme dans les cryptos, le top 15, il change à tous les cycles. Et ben la bourse, c'est pareil. Tu prends les 5 grosses, ou les 7 magnifiques qu'on les appelle aujourd'hui, et les 5 plus grosses market cap d'il y a 15-20 ans, c'était pas du tout les mêmes. Il n'y avait pas Apple, etc. Et pourquoi est-ce que dans 15-20 ans, ce sera différent? Dans 15-20 ans, ce sera les entreprises qui auront le plus innové, etc. Et moi, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit pas celle-là. Voilà. Donc ici, bah, voilà, c'est l'article dont je vous parlais, la capitalisation boursière de Nvidia sur celle de Bitcoin. Bah, je vous ai dit du coup tout ce que je voulais vous dire, on a 2 fois plus. Ensuite, on a un article de Cointelegraph qui nous dit que Ripple contraint de divulguer ses documents financiers à la SEC. Et ça me donne envie de parler simplement de pourquoi on est arrivé sur les cryptos. Et je pense que lorsqu'on est arrivé sur les cryptos, ou là actuellement ceux qui arrivent sur les cryptos, je pense qu'on est tous pas amoureux, mais on est fan en fait du côté de la décentralisation. Et c'est clairement un argument de force lorsqu'on arrive sur la crypto. Et voilà, c'est un des arguments de force. En tout cas, moi, c'était comme ça. Je suis fan de la décentralisation. Et après, j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Et on se rend compte que bah, ça, c'est lorsque tu es centralisé, c'est ça qui se passe, tu vois. T'as des entreprises, en fait, c'est une entreprise normale. Ouais, tu utilises la blockchain, etc., mais c'est une entreprise normale. Je dis pas que ça peut ne pas marcher, mais on s'éloigne de l'idéologie de la crypto et de la blockchain. Tout con, évidemment, ce que je vais dire, la phrase de con, mais pas demander au CEO de Bitcoin de divulguer des infos sur les clients, tu vois, ça n'existe pas. Et moi, quand je suis arrivé, en tout cas, c'était un des aspects qui a fait
qui m'a fait tomber amoureux des cryptos. Et clairement, les entreprises comme Ripple ne répondent pas à ce critère-là. Et je voulais réagir avec ce sorte de mème. Il n'est pas adapté, hein, je sais pas ce qu'il a écrit, j'ai même pas lu. Mais je sais pas si vous l'avez déjà vu. En tout cas, si on prend un peu plus de hauteur sur ce que je viens de vous dire, moi je pense que il y a clairement un pattern, et c'est pour ça que je vous parlais de débutants en intro de vidéo. Je pense que lorsqu'on arrive, on est là et on est en mode Bitcoin et ETH, les deux plus grosses, parce qu'on connaît que ça au début, on t'apprend que ça. Voilà. Et donc là, on est là pendant assez longtemps, hein, ça met du temps de sortir de cette zone-là, mais je dis pas que c'est mal, hein, c'est normal, même moi je suis passé par là. Et ensuite, on voit ici qu'en fait la majorité des gens, ils sont en mode ouais putain, non mais en fait, ça va être cette crypto-là le futur, ah non, tout le monde va utiliser la blockchain, ça va être l'autre crypto de futur, etc., etc. On s'en fout que ce soit décentralisé, ouais c'est une entreprise, mais elle gagne de l'argent. En fait, je pense que c'est la grosse majorité qui ont tort. Et ensuite, quand tu retournes, quand tu continues encore une fois et que tu passes l'autre phase et que tu continues encore à, entre guillemets, devenir meilleur que les autres, et au final, ce que tu dis, ça rejoint ce que tu disais lorsque tu étais débutant, parce que là, tu comprends vraiment pourquoi tu le dis, tu vois. Et au final, les résultats, les deux pensent la même chose, sauf que lui, c'est un expert et lui, c'est un débutant. C'est là l'idée du même. Et là, celui qui est trop compliqué, bah, ça me rappelle celui, je sais pas si vous voyez, mais sur Twitter, qui avait dit, ouais, moi j'ai un doctorat en finance et un master dans je sais pas quoi, et tu vas pas m'apprendre ce que c'est Bitcoin, tu vois. C'était vraiment ça. Le mec, j'allais dire un gros, mais il avait vraiment pris la grosse tête en disant vraiment publiquement sur Twitter, j'ai un doctorat en finance et un master en économie ou je sais plus quoi, et Bitcoin c'est de la merde. Il avait zéro argument, et le mec était soutenu par plein de gens, il savait pas mal buzzer, et bah, c'était clairement là, tu vois. Et donc moi je pense que je retends vers ici, c'est là où je vous dis introspection, c'est assez important, je retends vers ici, et je ne suis pas Bitcoin maximaliste. D'habitude, eux, c'est les Bitcoin maximalistes. Je ne suis pas Bitcoin maximaliste, je ne le deviendrai jamais. La tech m'intéresse trop, clairement. Mais je pense que de plus en plus, depuis 5-6 mois, je retends vers les bases. La décentralisation, des Fairlaunch, pas de VC, pas d'entreprise derrière, un open source, tu vois. Tout simple, c'est tout con, tout simple. Et c'est les premiers termes qu'on apprend lorsqu'on arrive dans la crypto, tu vois. C'est les premiers termes qu'on apprend. Et moi, c'est tous ces termes-là, franchement, là, c'est pour ça que je suis à l'aise avec mon portefeuille. C'est une notion que je trouve importante, mais là, tu prends mes 6 plus grosses positions, c'est que du Fairlaunch, de l'open source, majoritairement du proof of work ou des dérivés, mais voilà, c'est que ça. Donc je suis à l'aise avec mon portefeuille. Je dis pas que c'est le meilleur, mais je dis qu'il me correspond mieux par rapport à mon profil, parce que moi, je suis en train de retendre vers ici. Voilà simplement mon introspection euh, de moi. Voilà, simplement. Merde. Ok. Et ça, c'est un autre effet psychologique qui est assez intéressant, si vous ne l'avez pas jamais vu passer. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Et ça marche dans tout. C'est un biais psychologique, c'est un effet, je sais pas comment on l'appelle, mais ça marche dans tout. Lorsqu'on découvre un secteur, tu vas tout de suite penser que tu es expert. Ensuite, tu vas te prendre une grosse claque, et là, tu vas aller dans la vallée de l'humilité, et là, tu vas monter steady, tu vas monter tout tranquillement, jusqu'à vraiment devenir assez bon dans ce que tu fais, clairement. Mais ça marche dans tous les domaines, et ça marche aussi important, mais sur tout le monde. Moi, quand je suis arrivé dans la crypto, ça m'est arrivé, et ici, je voulais faire quelque chose, une action, et heureusement que j'avais des gens autour de moi qui m'ont empêché de la faire, sinon j'aurais perdu de l'argent, et ça m'aurait fait mal, et je serais tombé ici. Donc je suis quand même descendu à la vallée de l'humilité, mais j'ai eu la chance de ne pas perdre financièrement, tu vois. Et ça, je sais pas, ça peut être un gros trade que tu prends par excès de confiance et tu perds 1000 balles, 2000 balles d'un coup. Ça peut être un débat que tu fais avec quelqu'un où tu penses que tu vas être meilleur que lui et au final, bah, il t'écrase. Euh, Bah, typiquement, je l'ai déjà dit ici, mais c'était au tout début. Mais bah, moi, ping-pong, tu vois. Ping-pong, c'est normal, j'ai joué 2 semaines au ping-pong, j'ai l'impression d'être pas dégueu. Et je suis parti dans un débat avec un mec en début de soirée. Et le gars, c'était le fils de l'ancien champion de France de ping-pong. Son père jouait aux Jeux Olympiques, il était en quart de finale, etc. Donc moi, je pensais que j'étais là. Au début, j'étais là au débat, vas-y, je connais le ping-pong. Je connais rien du tout. Donc là, je suis passé au vallée de l'humilité sur ce secteur-là. Et voilà, je vais monter tranquillement, tranquillement. Mais tout ça pour dire que ça impacte tout le monde. Et même moi qui connais cet effet depuis 2 ans, et ça m'impacte aussi, tu vois. Donc encore une fois, introspection, il faut savoir qu'on est sujet à ça, et il faut prendre des pincettes, parce qu'ici, on a clairement tort, et il y a de grandes chances qu'on fasse de la merde. Ici, on prend des trades de dingue, on prend des positions qui sont bien trop importantes, qui sont bien trop risquées, on fait des choses qu'on va regretter plus tard, comme moi, c'est ce que je voulais faire. Allez, on va accélérer, on va passer sur plein de choses intéressantes, mais on va passer sur les graphiques. Simplement, je vais pas passer de Bitcoin Ethereum, comme d'habitude, les gars. Euh, baissier moyen terme, mais on est en milieu de range, on peut pas savoir où est-ce qu'on va. Et je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, pourquoi on est baissier moyen terme. Le RSI en weekly, il est au niveau de 70. Ce serait idéal que le RSI aille à 50 pour vraiment, au moment du halving, avoir beaucoup de mots pour partir à la hausse. Voilà, ETH pareil. Ça c'est intéressant, un ratio intéressant que j'aime beaucoup regarder, c'est le ratio Ethereum Bitcoin. Donc en gros, quand ça pump, ça peut un peu nous annoncer une altcoin season. Et là on voit qu'on a un triangle de compression. Mais lorsqu'on a la base qui est horizontale comme ça, généralement on break out à la baisse. On break out à la baisse. Donc est-ce que c'est ce qu'on vient de faire?
on a breakout à la baisse, on va réintégrer, et au final on va sortir par la hausse. Donc ça, je ne sais pas. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être où est-ce qu'on va le sortir. Si on sort par la hausse et qu'on fait une jolie bougie de breakout, et qu'on vient de finir un pullback, et bien ici ça va être très idéal de se passer sur des altcoins. Et à l'inverse, si on breakout à la baisse, et qu'on va finir un pullback, et qu'on va confirmer à la baisse, et bien là ça va être très, très bearish pour les altcoins, ou alors très bullish pour le Bitcoin. Okay, parce que pour ce graphique baisse, c'est soit Bitcoin augmente tout seul, ou soit tous les altcoins baissent. Ou ETH. Ensuite, Tao Weekly, bah, c'est super intéressant, et franchement, c'est magnifique, j'abuse, mais c'est très beau en weekly. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, quand tu attends un retracement de 20% ici, bah, tu peux l'avoir, mais tu as un jour, tu as une fenêtre de un jour pour l'avoir. Alors que maintenant, les prix de 140$, bah, aujourd'hui, maintenant qu'on vaut 500, tout le monde aurait racheté à 140$, tu vois. Et merde. Où est-ce qu'on peut. Jusqu'où on peut aller? Moi, c'est ce que je vous dis depuis tout le temps. J'imaginais entre les 700 et les 1000$. Voilà, entre les 1,618 et les 2,618 des extensions de Fibo, entre les 700 et les 1000$, je pense que clairement c'est bon. C'est clairement ma target pour cette jambe haussière. Hein, parce que là on est dans une jambe haussière, je pense qu'elle sera plus puissante que ça. Et que simplement ça va faire une 2, 3. Et là on va aller vraiment aller haut, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Moins puissante la 5. Et ensuite retracer en ABC, mais faire un vrai retracement, une vraie correction où là on va vraiment vider toutes les mains faibles et ensuite repartir pendant le bull run, l'alt season, pendant le halving, etc. Voici ma vision du moyen terme, long terme. Ensuite on a Rio qui était très intéressante, pareil, je pense que vous en avez pas mal entendu parler si vous êtes sur Twitter, où là c'est un vraiment beau triangle de compression et on n'a pas la base qui est horizontale et généralement ça on la casse on casse généralement cette pattern là à la hausse et je vais vous redire, mais il y a 2 semaines on avait suivi cette même pattern là sur Bit&Sor juste avant que ça breakout à la hausse et que ça passe de genre 200 à 400, 500, je sais plus. Ok, donc ça à suivre et je pense qu'on a encore 2, 3, 4 jours avant que ça pète et moi j'en ai un portefeuille. Ok, niveau cash, rien à dire. On en a parlé dans le Discord, parce qu'il y en a un follower, un abonné qui voulait se positionner dessus. On est sur résistance, mais on n'a pas encore cassé la rupture, cassé la structure, mais ça me semble un peu ballsy, ça me semble un peu gourmand de vouloir attendre le prochain support, pardon. Parce qu'on dit oui, on n'achète pas sur une résistance, c'est vrai, mais si on n'a pas de ligne, ça me dérange pas de commencer à recharger dès maintenant, que si on attend le prochain gros support, c'est à moins 50%, franchement, je voyais aucun monde où à cash je fais moins 50%, parce que déjà, même moi, pas que j'ai un impact sur le marché, mais si ça descend, bah, ici, je vais déjà commencer à recharger fortement, alors que j'ai déjà une ligne dessus. Ok. Autre crypto dont on a parlé hier, c'était Centrifuge. Centrifuge qui est en train de compresser la volatilité. Donc là, très intéressant. Vraiment, c'est en train de nous supporter de dingue ce support. Et ça ne bouge pas. Ça bouge vraiment beaucoup moins que le reste du marché. Et ça, j'aime bien généralement. Ça me fait un peu penser au calme avant la tempête. C'est un truc con à dire, mais généralement, c'est véridique. Voilà. Et autre chose très intéressante, j'avais mis ça. Voilà, donc ça c'est intéressant et je pense qu'on n'en parle pas assez et on se rend pas compte à quel point c'est bullish. C'est le market cap du Total 3, donc de tout sauf le BTC et le TH. Et on utilise un indicateur extrêmement long terme qui s'appelle le Gaussian Channel, pardon, à chaque fois je me trompe, qui passe simplement tout con, rouge-vert, simple. Et là on est en weekly et on voit que ça arrivait qu'une fois, donc c'était bien market, il était rouge, il est passé en vert. Et c'est pas vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, non, c'est arrivé 3 fois, c'est vert, rouge pendant 1 an, ensuite rouge, vert, c'est tout. Ok. Et la dernière fois qu'on est passé au vert, et ben, on a pump, on est venu faire un pullback sur une sorte de support, la zone d'accumulation était, et on a pété, mais de dingue. On a pété de dingue, on a pris x17, mais x17 sur la liquidité injectée sur les altcoins. C'est même pas x17 sur la market cap des altcoins, c'est mieux que ça. Parce que par exemple, pour qu'un actif gagne, je suis trop long putain, mais pour qu'un actif gagne 100 milliards de market cap, ça veut pas dire que 100 milliards de market cap a été injecté dans les actifs. Ça veut pas dire qu'il y a eu pour 100 milliards de market cap d'achat de cet actif-là, ok? Ça veut dire qu'il y a eu que l'order book a été bouffé, que le prix a augmenté, et ça a impacté tous les tokens en circulation qui n'ont pas bougé depuis des années et des années. Donc pour que... J'ai pas le ratio, mais on va dire, pour qu'un actif gagne 100 milliards de market cap, peut-être... 100 milliards, peut-être qu'il a fallu injecter 10 ou 15 milliards de dollars, de vrais dollars d'injecter. Tu me suis? Je sais pas si le ratio est bon, mais l'idée en tout cas est bonne. Donc c'est ça. Et moi je faisais l'erreur, en tout cas quand j'étais débutant, de penser que lorsqu'un actif valait X market cap, et se dire, je sais pas, 10 000, 1000 milliards de market cap, ça voulait dire qu'il y avait 1000 milliards 1000 milliards de dollars bloqués dans cet actif-là. Non, c'est faux. Ça veut dire que au dernier prix échangé, tous les tokens en circulation valent cette market cap-là. Je sais pas si je suis clair. Peut-être que, comme cet effet-là, les gens vont dire, ouais, putain, ils nous expliquent la market cap, c'est tout con, mais c'est l'autre graphique. Mais vraiment, c'est pas tout con, tu vois. Au début, on pense que c'est tout con, ensuite, on pense que c'est dur, et à la fin,
on revient et c'est vraiment pas tout qu'on a market cap, c'est important de comprendre. Je sais pas si j'étais clair, dites-moi en commentaire. Voilà. Et ça pour dire que si on est positionné sur les bons altcoins, les gars, je pense que parce que je pense qu'on va faire la même chose, hein, et on va faire des gains qui vont être extrêmement gros, parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont des cryptos zombies. Si on est passé sur le bon altcoin, il va y avoir un afflux de liquidité de dingue, on va avoir des pourcentages, peut-être des plus 1000, 1500% sur la marque, sur la market cap des altcoins. Donc c'est très très puissant, je pense, et ça m'encourage encore à dire. Et je suis content avec mon portefeuille qui est composé que d'altcoins et d'IA, etc. Bon, j'espère que j'ai été clair, surtout à la fin, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à tout à l'heure, mais je suis assez pris aujourd'hui. À tout à l'heure pour un dossier ou à demain pour une quotidienne. Je vous dis bonne journée et ciao ciao.